La première étincelle de Marseille. La nuit tombe sur Marseille comme un couvercle qui enferme les secrets de la ville. Le vent soulève la poussière dans les ruelles du 13e arrondissement. Les façades portent les marques noircies des incendies. Le béton, partout, semble retenir le bruit des tirs comme un souvenir qu'il refuse d'oublier. Depuis des années, la cité phocéenne vit au rythme des embuscades et des représailles. Quand la ville s'endort, les vitres tremblent encore du fracas des fusils d'assaut. Les habitants ont appris à reconnaître un tir de Kalachnikov comme d'autres reconnaissent le son d'une cloche. Certains savent même distinguer la signature sonore d'une rafale trop longue ou trop brève. À Marseille, la violence n'est plus un choc, c'est une habitude. Alors, avant que l'histoire ne commence vraiment, prends un instant pour t'abonner, parce que ce voyage va te mener au cœur de la guerre la plus longue et la plus meurtrière qu'ait connue la ville. Une guerre qui oppose deux clans, deux visions, deux familles. Un conflit qui a transformé des amis d'enfance en tueurs prêts à mourir pour quelques mètres de territoire. Et dans ce chaos, une question plane sans cesse. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette guerre a-t-elle duré aussi longtemps? Et qui sont vraiment ces hommes dont le nom seul suffit à glacer le sang? Ces trois questions vont guider ton regard tout au long de ce documentaire. Trois portes d'entrée dans une histoire où les loyautés sont instables, où les règlements s'écrivent dans le sang et où chaque décision entraîne un coup irréversible. Alors installe-toi. Et surtout, n'oublie pas de liker pour soutenir ce travail et permettre que ces récits continuent d'exister. Le décor se plante ici, dans les quartiers nord. Le 13e arrondissement, un territoire où les cités se font face comme des forteresses opposées. D'un côté, les lauriers, de l'autre, les cèdres, puis le parc Corot, puis les oliviers. Des barres d'immeubles dressées comme des murs. Entre elles, des rues étroites où les scooters filent sans feu, où les regards n'osent plus s'arrêter. Et au milieu de ce labyrinthe, deux groupes se sont affrontés pendant plus de 13 ans. Les Blacks, héritiers de la famille Ahmada, originaire des Comores, les Gitans, menés par les frères Bengler, figures redoutées du banditisme marseillais. Le plus troublant, c'est que ces deux familles ont grandi ensemble. Elles ont fréquenté les mêmes écoles, joué dans les mêmes cours de récréation, partagé les mêmes repas. Rien ne laissait présager qu'un jour elles s'entretueraient. Mais dans les cités du Nord, tout peut changer en un été. Le premier meurtre est souvent celui que l'histoire oublie le plus vite. Il passe comme une rumeur, un nom prononcé à voix basse.
La guerre franchit une nouvelle étape. Du côté des Gitans, un buraliste est enlevé à la sortie de son commerce. On exige une rançon d'1 million d'euros. La tension atteint un point de rupture. Une opération d'envergure mobilise près de 200 policiers. Les deux frères Bengler sont arrêtés. Pour beaucoup, leur chute annonce la fin de la guerre. Mais en réalité, leur incarcération ne fera que redoubler la violence. Parce que dans les cités, un chef emprisonné n'est jamais vraiment un chef déchu. Il continue de donner des ordres depuis sa cellule. Il inspire la peur. Il entretient la loyauté. Il parle à travers les murs. La police commence alors à comprendre que la guerre ne se joue pas seulement dans les rues. Elle se joue aussi derrière les barreaux, dans les conversations murmurées, dans les regards échangés pendant les promenades surveillées. Et pendant ce temps, les morts continuent. À la fin de l'année 2012, 2 hommes proches du clan gitan sont abattus dans une voiture. Puis, une nuit d'hiver, 3 jeunes sont tués dans la cité des Lauriers. L'un d'eux a 24 ans, les 2 autres n'ont que 15 ans. Le quartier se réveille dans un silence glacé. Les habitants ne parlent plus, ils écoutent seulement. Ils savent que chaque tir va appeler un autre tir. Les clans ne cherchent plus à envoyer un message, ils cherchent seulement à survivre. Parmi les lieutenants les plus redoutés, un nom revient. Un homme surnommé Babouin, figure de la famille Gitan, qui veut venger la mort de son frère. Sa présence suffit à déclencher l'angoisse. Son ombre suffit à déplacer des équipes entières. Et pourtant, il est traqué. Une nuit, une BMW blanche s'approche de sa voiture à la sortie d'un tunnel. Les moteurs rugissent, les armes sortent, les balles pleuvent. Babouin tombe, ainsi qu'un autre homme. La ville réalise alors que la guerre ne s'est pas calmée. Elle a simplement changé de forme. Les Blacks et les Gitans ne s'affrontent plus seulement pour défendre leur cité. Ils se pourchassent désormais dans les tunnels, sur les parkings, dans les rues où passent les touristes. Marseille retient son souffle. Et pourtant, une autre force commence à émerger. Un groupe silencieux, un groupe qui attend son heure. Une cité restée longtemps dans l'ombre, mais qui prépare sa montée en puissance. Les Oliviers, et derrière eux, une silhouette froide. Kamel Miani. Mais cette histoire, tu la découvriras dans la partie suivante. Le 13e arrondissement dort rarement en paix. Dans certaines cités, la nuit n'est jamais un refuge. Elle est un révélateur. Un projecteur impitoyable sur ceux qui manœuvrent dans l'ombre. Lorsque la guerre entre les Blacks et les Gitans atteint son apogée, Marseille pense reconnaître les 2 seules forces en présence. 2 dynasties rivales, 2 géants qui semblent écraser tout le reste. Mais en réalité, un autre acteur observe silencieusement. Un acteur qui n'a pas encore révélé ses ambitions. Une cité longtemps considérée comme mineure, presque secondaire, mais qui cache une volonté farouche de s'imposer. Les Oliviers. Leur histoire commence bien avant qu'ils n'atteignent la lumière. Pendant des années, leur cité est restée dans l'ombre des lauriers et du parc Corot. Un point de deal modeste, presque discret, géré par de petites équipes. Rien qui fasse trembler les clans historiques. Rien qui laisse présager l'arrivée d'un homme qui changera tout. Son nom circule d'abord comme une rumeur. Un murmure entre les murs. Un prénom prononcé à demi-voix dans les parkings souterrains. Puis le murmure devient un souffle plus vaste. Un souffle qui inquiète autant qu'il fascine. Kamel Miani. Contrairement au chef des clans traditionnels, Miani n'a pas grandi partout dans le quartier. Il n'a pas été élevé au milieu des légendes urbaines du XIIIe. Il n'a pas fait partie de ces fratries connues qui se transmettent un territoire comme on transmet un héritage. Non. Miani s'est imposé autrement, silencieusement, méthodiquement. Il a observé les failles, il a scruté les points faibles. Il a compris que pour grandir, il ne fallait pas seulement prendre un territoire. Il fallait remplir un vide. Et ce vide apparaît en 2015, lorsque la police frappe un grand coup dans la cité des Lauriers. Une opération massive, des dizaines d'interpellations, un réseau démantelé, des millions d'euros envolés. Pendant quelques semaines, les Blacks vacillent. Leur forteresse se fissure, leur organisation se fragilise. C'est dans cette brèche que s'engouffre Miani. Beaucoup parlent de lui comme d'un opportuniste, d'autres comme d'un stratège hors norme. La vérité, c'est qu'il a fait ce que peu osent faire dans les cités. Il a attendu son heure. Il a laissé les géants s'entre-déchirer, puis il a avancé ses pions avec une précision qui glace encore les enquêteurs.
En l'espace de quelques mois, la cité des Oliviers change de visage. Le point de deal prend de l'ampleur. De nouveaux lieutenants apparaissent. De nouveaux circuits se mettent en place. Des jeunes recrutés chaque semaine. Les clients affluent. Les enquêteurs commencent à remarquer le mouvement. Un inspecteur dira plus tard que la cité semblait grandir d'un étage chaque mois. Bientôt, les Oliviers deviennent l'un des fours les plus lucratifs de Marseille. On parle de chiffres qui donnent le vertige. Jusqu'à 80 000 euros par jour. Un chiffre d'affaires qui dépasse celui de certains trafics internationaux. Où les clans ne cherchent même plus à se justifier. Une année où tous les codes anciens disparaissent. Et tandis que les Blacks et les Gitans s'essoufflent, un autre clan monte. Un clan qui n'a plus peur de personne. Un clan qui dispose de plus d'argent, de plus de jeunes, de plus de motivation. Les Oliviers. La police comprend trop tard que le paysage criminel vient de changer. Ce ne sont plus deux empreintes qui s'affrontent, c'est un triangle. Et dans ce triangle, les lignes bougent constamment. Miani devient le nom que tout le monde redoute. Un nom qui siffle dans les couloirs des commissariats. Un nom qui s'imprime dans les rapports d'enquête. Un nom qui, pour certains jeunes du quartier, devient un modèle. Un exemple de réussite dans un monde où les rêves sont rares et où l'argent va plus vite que la morale. Mais la police n'a pas dit son dernier mot. Elle observe, elle infiltre, elle attend. Et bientôt, une opération massive va frapper les Oliviers comme elle avait frappé les Lauriers quelques années plus tôt. Quand un empire naît trop vite, il attire toujours deux ombres, la convoitise et la vengeance. Aux Oliviers, les profits n'en finissent plus d'augmenter. Chaque jour semble apporter une nouvelle preuve de la montée irrésistible du clan. Chaque nuit amène une rumeur de plus, un murmure qui traverse les barres d'immeubles comme un courant électrique. Les jeunes du quartier regardent soudain Miani comme une légende vivante. Un homme qui a transformé une cité oubliée en un royaume moderne. Un homme qui a su écraser ses ennemis là où il se croyait invincible. Mais cette ascension fulgurante n'échappe pas aux autorités. Bien au contraire, elle devient une obsession. Au commissariat du 13e arrondissement, les dossiers s'empilent. Des photographies de voitures brûlées, des noms tracés au marqueur rouge, des cartes avec des flèches, des cercles et des zones d'influence. Les enquêteurs sentent que quelque chose d'énorme est en train de naître. Quelque chose qui risque de déborder toutes les lignes de contrôle. Quelque chose qui pourrait transformer Marseille en un champ de bataille encore plus vaste que celui qu'ont connu les Blacks
et les Gitans. Alors, les services de police lancent une opération d'une ampleur exceptionnelle. À l'aube, les sirènes déchirent le silence encore fragile. Les gyrophares illuminent les façades jaunes et grises. Des hommes cagoulés pénètrent dans les halls des oliviers. Les portes sont enfoncées. Les escaliers tremblent sous les pas précipités. Des cris résonnent dans les couloirs. En quelques heures, près d'une vingtaine de suspects tombent. Des lieutenants, des guetteurs, des collecteurs. Toute une structure soigneusement entretenue par Miani. Toute une mécanique qui semblait tourner trop vite pour être arrêtée. Mais un homme échappe à la rafle. Un homme dont l'absence résonne comme un défi lancé aux autorités. Kamel Miani. Ce matin-là, il devient un fantôme. Un nom sans visage. Une silhouette qui disparaît dans les replis de la ville avant que les forces de l'ordre n'aient pu refermer le piège. Pourtant, il sait que l'étau se resserre. Il sait que les policiers ne le lâcheront plus. Il sent le sol trembler sous ses pieds, mais il refuse de céder. Alors, il disparaît. Il quitte Marseille. Il quitte même la France. Une cavale qui commence à Barcelone et qui devait le mener vers l'Algérie. Un voyage clandestin, discret, calculé. Mais la chance finit toujours par tourner, et le destin, parfois, préfère les chemins inattendus. Miani est arrêté à l'aéroport de Marrakech, au Maroc. Un mandat d'arrêt international pèse sur lui. Les autorités marocaines le livrent à la France. L'homme qui se croyait indestructible arrive menotté, escorté, surveillé. Pour la première fois, il se retrouve derrière des barreaux qu'il ne contrôlera pas. Son procès l'attend, sa condamnation aussi. 30 années de réclusion pour homicide volontaire, 14 années supplémentaires pour trafic de stupéfiants. Des chiffres lourds, écrasants, qui semblent sceller son destin. Mais dans l'univers des cités marseillaises, rien n'est jamais définitif. Contre toute attente, ses avocats obtiennent sa remise en liberté. Un coup de théâtre incompréhensible pour beaucoup, un choc pour les enquêteurs, une humiliation pour certains magistrats, un tremblement de terre pour les clans adverses. Miani ressort, libre, sans contrainte apparente, avec une réputation encore plus forte qu'avant son arrestation. Pour ses soutiens, il devient une figure quasi mythique. Un homme que même la justice ne peut retenir. Un homme qui semble échapper à toutes les mailles du filet. Mais cette liberté n'est qu'un sursis. Car pendant que Miani reprend contact avec ses anciens réseaux, la violence explose dans Marseille comme une traînée de poudre. Au Laurier, les tensions reprennent. Au parc Corot, les alliances se fissurent. À la Marine Bleue, 2 jeunes de la cité sont exécutés. 2 morts de plus dans une guerre qui n'en finit plus. L'enquête remonte jusqu'à Miani. Des témoins murmurent son nom, des réseaux cryptés s'activent, des déplacements suspects apparaissent sur les radars. La police commence à comprendre que sa libération n'a pas calmé les hostilités, elle les a plutôt ravivées. Puis vient une nuit qui marque un point de non-retour. Une scène que même les policiers les plus aguerris ont du mal à oublier. Un homme est arraché de force de son domicile. Il implore, il supplie, sa voix se brise dans le silence des immeubles. Ses ravisseurs restent froids. Ils l'enferment dans le coffre d'une voiture. 1 heure plus tard, le véhicule est retrouvé incendié, calciné, déformé. Dans le coffre, un corps sans vie, brûlé, méconnaissable. Un meurtre de plus, un message de plus. Un pas de plus vers le chaos absolu. Les habitants du 13e vivent désormais dans un climat d'effroi. Les mères marchent en regardant le sol, les enfants apprennent à courir dès qu'ils entendent un bruit trop sec. Les guetteurs deviennent plus nerveux. Les voitures suspectes semblent surgir de partout.
Mosaïque de loyauté fragile. Une mer agitée où chacun tente de survivre. Et dans cette tempête, Miani reste un point central. Un aimant à conflit. Un symbole de puissance. Un homme que la police regarde comme un architecte du chaos. Mais tout empire connaît sa chute. Et la sienne approche. Lorsque Kamel Miani disparaît une nouvelle fois dans les replis de la ville, une sensation étrange s'empare des enquêteurs. Ce n'est plus seulement un fugitif qu'ils cherchent. C'est un homme devenu légende. Un homme dont chaque apparition crée une onde de choc dans les cités. Un homme capable de bouleverser l'équilibre d'un arrondissement entier par sa simple présence. Dans les bureaux de la police judiciaire, les murs se couvrent de plans, de photographies, de relevés téléphoniques. On cherche ses relais, ses planques, ses anciens lieutenants. On tente de comprendre comment un individu qui semble traqué de toutes parts continue de tirer les ficelles d'un trafic qui n'a jamais été aussi rentable. Mais pendant que les policiers s'épuisent à recomposer le puzzle, les rues, elles, continuent de respirer au rythme de la guerre. Dans la cité des Oliviers, les guetteurs reprennent place comme si rien n'avait changé. Les acheteurs défilent, les sacs remplis de billets circulent en silence. La mécanique ne ralentit pas, elle semble même s'accélérer, comme si la disparition de Miani avait libéré une énergie nouvelle, une impatience, une forme de rage collective. Les enquêteurs se rendent à l'évidence. Arrêter un homme comme Miani ne suffit pas. Sa cité fonctionne sans lui. Son nom circule comme un mot d'ordre. Son absence nourrit une mythologie encore plus puissante que sa présence. Mais cette montée en puissance ne laisse personne indifférent. Au Laurier, les anciens du clan Black observent la situation avec une inquiétude silencieuse. Pendant des années, ils ont été les maîtres incontestés de leur territoire. Ils avaient leurs habitudes, leurs alliances, leurs règles. Ils savaient qui pouvait entrer, qui devait sortir, qui devait être puni. Désormais, tout vacille. Leur empire n'est plus aussi solide, leur organisation se fissure. Les jeunes n'ont plus la même loyauté. Beaucoup regardent vers les Oliviers, séduits par l'argent qui y circule, fascinés par la rapidité avec laquelle Miani a bâti sa réputation. Au parc Koro, les gitans sont confrontés au même problème. Les anciens chefs sont incarcérés. Les jeunes, eux, n'adhèrent plus aux anciennes structures. Ils veulent aller vite. Ils veulent gagner beaucoup. Ils ne respectent plus les codes, ni les alliances. La guerre ne répond plus à une logique de famille. Elle répond à une logique de survie. Et dans ce chaos, Miani continue de flotter comme une ombre omniprésente. La police ne peut se permettre d'attendre. Les règlements de compte se multiplient, les corps s'accumulent, les nuits se remplissent de rafales, de cris, de pneus qui crissent sur l'asphalte. Alors commence une traque sans relâche. Les enquêteurs remontent des pistes à Marseille, mais aussi dans d'autres villes. On parle de passages furtifs en région parisienne. On évoque des contacts à l'étranger. On surveille les aéroports, les trains, les frontières, on suit des proches, des cousins, des amis d'enfance. Chaque piste semble prometteuse, puis s'effondre soudain. Miani échappe toujours, comme s'il connaissait leurs mouvements avant même qu'ils ne les fassent. Mais une erreur finit toujours par arriver. Un déplacement imprudent. Un téléphone allumé quelques minutes de trop. Un appel passé depuis un endroit où il ne devait jamais se trouver. C'est ainsi que les policiers remontent jusqu'à une zone discrète de région parisienne, une maison sans particularité, dans une ville qui n'a rien à voir avec le tumulte marseillais. Une maison où l'homme le plus recherché de France tente de reprendre son souffle. L'assaut est donné à l'aube. Les hommes avancent en silence. Le vent glisse entre les fissures des volets. La rue est déserte. Aucun témoin, aucun mouvement. Puis les portes cèdent. Les murs résonnent. Le nom de Miani retentit pour la première fois de manière officielle. Il est arrêté sans résistance. Il sait que c'est la fin d'un chapitre. Pas la fin de la guerre. Juste la fin de sa course. Une fois menotté, il regarde les policiers comme s'il les attendait depuis longtemps. Pas de colère, pas de panique, juste une forme de lassitude. Un regard où se mêlent fierté et défaite. Son arrestation fait le tour des cités en quelques minutes. Les réseaux cryptés s'illuminent. Les jeunes en parlent dans les halls, les guetteurs se consultent. Les mères poussent des soupirs de soulagement qu'elles n'osaient plus espérer. Mais le calme ne dure pas. Car lorsqu'un chef tombe, tout son territoire tremble. Aux Oliviers, plusieurs groupes tentent aussitôt de récupérer l'héritage laissé derrière lui.
Des anciens lieutenants revendiquent la direction. Des jeunes ambitieux veulent leur place. Des rivaux extérieurs voient une occasion unique d'avancer leur pion. Les lauriers y voient aussi une opportunité. Certains parlent déjà de reconquête, de vengeance, de renaissance. Le parc Corot s'agite lui aussi. Les alliances deviennent incertaines. Des clans provisoires se forment. D'autres se dissolvent aussi vite qu'ils sont apparus. La police, elle, assiste avec inquiétude à la fragmentation des forces en présence. Ce n'est plus une guerre entre 3 clans. C'est une guerre entre des dizaines de sous-groupes, chacun de stupeur et d'amertume. Ceux qui ont survécu aux années les plus sombres savent qu'une guerre se perd quand on n'arrive plus à reconnaître ses propres soldats, quand les nouveaux venus ne respectent rien, pas même les lignes tracées par leurs prédécesseurs. Les policiers, de leur côté, parlent d'une mutation silencieuse. Ils racontent que les jeunes ne se cachent plus pour transporter les armes, qu'ils roulent à toute vitesse, capuche baissée, visage découvert, comme s'ils étaient invincibles. Quand un commissaire demande à l'un d'eux pourquoi il n'a pas peur de mourir, le jeune lui répond calmement que personne dans son quartier n'a jamais eu le temps de vieillir. Cette phrase revient souvent dans la bouche des éducateurs. Elle reflète un état d'esprit, une certitude tragique. Dans ces cités, la mort n'est pas un événement exceptionnel. Elle est une hypothèse tacite. Elle plane au-dessus de chaque regard, de chaque moto qui démarre, de chaque message reçu sur un téléphone. Le 13e arrondissement est devenu un terrain mouvant, un endroit où les forces se recomposent en permanence. Là où autrefois les clans se distinguaient par leurs leaders, leurs réseaux, leurs méthodes, il ne reste aujourd'hui qu'une mosaïque chaotique de groupes éphémères. Certains ne contrôlent qu'un seul hall. D'autres ne sont qu'une poignée de garçons qui se définissent eux-mêmes comme un clan pour donner un sens à leur existence. Avec la chute temporaire des anciens fiefs, les points de deal se déplacent comme des ombres. Ils apparaissent, disparaissent, renaissent ailleurs. Le flux d'argent comptant continue pourtant de couler. Les clients ne manquent pas. Les bénéfices restent colossaux. Et cet argent devient comme un poison qui attire, qui dévore, qui transforme. Dans certains quartiers, les habitants assurent que l'on ne peut plus faire confiance à personne. Les alliances changent en une semaine. Un garçon qui distribuait hier les produits pour l'un devient demain l'informateur de l'autre. Un jeune qui semblait innocent peut en réalité transporter une arme sous son blouson. Chacun joue un rôle, parfois sans même comprendre la portée de ses actes.
À l'intérieur des immeubles, les tensions se ressentent. Les murs portent encore les cicatrices des fusillades passées. Les portes d'entrée sont rafistolées après chaque assaut. Les ascenseurs ne fonctionnent plus, bloqués par la peur d'un nouvel échange de tirs. Les familles vivent dans un état d'alerte permanent. Certaines ne dorment plus que quelques heures par nuit, réveillées par la moindre moto, par la moindre voix dans la cage d'escalier. Dans ce climat instable, les policiers parlent d'une nouvelle forme d'affrontement. Une guerre qui n'oppose plus deux camps, mais une multitude de fragments. Une guerre sans structure, sans chef clairement identifié, sans logique durable. Une guerre qui se nourrit de tout et de rien. Parfois de disputes anciennes, parfois d'erreurs d'interprétation, parfois du simple désir de montrer sa puissance. Et au milieu de ce chaos, certains jeunes deviennent des figures redoutées. Des silhouettes qui n'ont pas l'âge d'entrer dans un bar, mais qui dirigent déjà un hall. Ils vivent sans plan, sans stratégie, dans une immédiateté constante. Ils ne construisent pas un empire, ils imposent une peur. Et cette peur suffit à les maintenir en place jusqu'au jour où quelqu'un décidera de les remplacer. Certains d'entre eux se filment en train de circuler en scooter avec une arme en bandoulière, d'autres se vantent de leurs exploits réels ou imaginaires. La violence devient un langage, une manière d'exister, une manière de dire au monde qu'ils sont là, qu'ils ne passeront pas inaperçus, qu'ils préfèrent mourir jeunes plutôt que disparaître dans l'anonymat. Cette génération n'a pas de mentor, elle n'a pas de repère. Elle ne connaît que l'urgence, la vitesse, la survie. Et c'est ce qui rend cette époque particulièrement dangereuse, car un clan sans chef est imprévisible, et un jeune sans repère est incontrôlable. Les habitants, eux, se retrouvent piégés dans cette fracture grandissante. Ils ne voient plus les anciens codes, ils ne reconnaissent plus les anciennes figures, celles qui, malgré tout, tentaient parfois d'éviter les victimes collatérales. Aujourd'hui, la rue ne connaît plus cette retenue. Elle frappe à l'aveugle. Et dans les écoles du quartier, certains enfants disent qu'ils savent déjà comment courir pour éviter les tirs. Qu'ils savent reconnaître le son d'une rafale avant même de savoir lire correctement. Les enseignants racontent que ces enfants ont un regard sérieux, trop chargé pour leur âge. Cette transformation lente mais profonde a redéfini Marseille. Elle a modifié la manière dont les habitants perçoivent leur ville. Certains disent qu'ils ne la reconnaissent plus. D'autres affirment que Marseille n'a fait que révéler ce qu'elle a toujours été. Une ville de contraste extrême, capable du meilleur comme du pire. Une certitude pourtant demeure. Dans ce chaos, une nouvelle page se tourne. Les vieux clans tombent, les nouveaux se lèvent. Et entre les deux, le 13e arrondissement devient un champ de bataille où plus rien n'est stable, où plus rien n'est prévisible, où chaque nuit peut redéfinir les alliances
Très vite, une cité voisine a commencé à sentir l'odeur du sang et de l'argent. Des tensions anciennes, jamais totalement réglées, sont revenues à la surface. Une rumeur a suffi pour mettre le feu aux poudres. Un membre des Oliviers aurait été humilié, frappé, retenu contre son gré dans une cité rivale. 2 jours entiers, dit-on. 2 jours à écouter des menaces, à subir des violences, à attendre que les portes s'ouvrent. Lorsqu'il est revenu à son quartier, son visage n'était déjà plus celui d'un homme vivant dans la peur. Il était devenu celui de quelqu'un qui veut se venger. Et la vengeance, à Marseille, ne demande jamais plus qu'une seule nuit pour se mettre en marche. Le soir même, 2 hommes se sont présentés devant Miani. Ils ont expliqué ce qui s'était passé sans hausser la voix. Ils ne demandaient pas seulement justice, ils demandaient la permission d'équilibrer la balance. Miani les a écoutés dans le silence suspendu d'un parking désert. Puis il a simplement hoché la tête. Le feu vert venait d'être donné. Dans le monde du trafic, la technologie s'est glissée partout. Les téléphones sont jetables, les messageries sont cryptées, les voitures sont tracées. Ce soir-là, les 2 hommes ont suivi une balise qu'ils avaient eux-mêmes glissée sous un véhicule appartenant à un membre du camp adverse. Ils l'ont suivi à distance, casque sur la tête, guidés par la lueur d'un écran. La route ne les a pas menés dans une ruelle sombre, mais devant un parking de restauration rapide, un lieu éclairé, fréquenté, presque banal. Lorsque la voiture ciblée s'est garée, le moteur du scooter s'est arrêté. Le monde a retenu son souffle. Les 2 hommes ont avancé sans courir, mais avec cette détermination froide que seul le règlement de compte peut produire. Puis la première détonation a retenti. Une seconde a suivi. Et en quelques instants, le silence a été remplacé par les cris, la panique, la fuite. 2 personnes sont tombées. La 3e a survécu en se jetant hors du véhicule, tremblante, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ce soir-là, une vérité s'est imposée. Chaque balle tirée appelle une autre balle. Chaque mort appelle une autre mort. Et parfois, ceux qui tombent n'ont rien demandé. Une victime innocente a perdu la vie dans l'attaque. Une erreur tragique, une conséquence inévitable de cette guerre où chaque silhouette devient un suspect. À peine quelques semaines plus tard, un adolescent de 15 ans a été enlevé. Certains disaient qu'il avait donné des informations aux tireurs du parking. D'autres affirmaient que ce n'était qu'une rumeur, une histoire montée de toutes pièces. La vérité n'a jamais été éclaircie. L'adolescent n'a jamais pu la raconter. Son corps a été retrouvé dans un terrain vague, brûlé, abandonné, effacé comme une page trop douloureuse pour être lue. Ces 2 événements ont marqué l'année comme au fer rouge. C'était l'année où Marseille a basculé dans une violence qui ne ressemblait plus à des règlements de compte isolés. C'était devenu un conflit structuré, régulier, presque mécanique. Et au centre, toujours les mêmes noms. Les Lauriers, les Oliviers, le Corot, la Marine Bleue. Des cités qui, pour les habitants, n'étaient autrefois que des lieux de vie. Elles étaient devenues des territoires militaires. La police, de son côté, voyait l'horizon s'assombrir. Chaque arrestation créait un vide, et dans ce vide, quelqu'un se précipitait toujours. Les plus jeunes se juraient qu'ils ne finiraient jamais comme leurs aînés, puis quelques mois plus tard, ils prenaient leur place. Le cercle s'auto-alimentait. Plus la police avançait, plus les clans s'entre-déchiraient. Plus les clans s'entre-déchiraient, plus la police intervenait. Et au milieu, les habitants tentaient de survivre. Une nuit, dans le parking d'un supermarché de la Marine Bleue, 2 hommes ont été retrouvés morts, exécutés avec une précision presque militaire. Ils appartenaient aux Lauriers. Le message est limpide. Les Oliviers n'acceptaient plus d'être relégués derrière d'autres cités. Ils voulaient s'asseoir à la table des grands. Et ils étaient prêts à payer le prix nécessaire. Mais cette escalade n'était rien comparée à ce qui allait suivre. Une scène d'une violence inouïe s'est déroulée un soir d'été. 3 hommes vêtus de noir ont arraché leur cible à son appartement. Il implorait qu'on lui laisse la vie. Les couloirs résonnaient de ses supplications. Les voisins n'ont pas osé ouvrir leurs portes. Personne n'ouvre jamais dans ces moments-là. Le corps de l'homme a été retrouvé 1 heure plus tard, enfermé dans le coffre d'une voiture calcinée. Ce n'était plus du banditisme, c'était une exécution rituelle. Une façon de dire au monde que la pitié n'existait plus. Les oliviers s'étendaient, le Corot résistait,
Les lauriers tentaient de ne pas perdre leur hégémonie. Et l'État, dépassé par la vitesse des événements, envoya des renforts. Des compagnies entières de policiers déployés comme des militaires dans des zones de conflit. Mais même avec cela, les violences continuaient. Parce que ce qui se jouait ici dépassait la police. C'était une histoire de territoire, de loyauté, de fortune clandestine. Une histoire où les vies se comptent en liasses de billets et où un point de deal peut valoir une existence entière. Au cœur de Marseille, une vérité s'imposait. La guerre n'était plus à venir. La mort n'était pas une finalité, elle était une conséquence parmi d'autres. La police observait ce changement avec effroi. Les chefs historiques, malgré leur violence, savaient encore compter, structurer, planifier. Ces jeunes, eux, ne prévoyaient rien. Ils réagissaient. Instantanément, impulsivement, comme si chaque décision était dictée par une colère sourde qu'ils transportaient depuis l'enfance. Les enquêteurs comprendront assez vite que la sociologie du crime marseillais venait de basculer. Il n'y avait plus de hiérarchie verticale, plus de pyramide organisée. Ce qui existait désormais ressemblait davantage à une nuée mouvante, des groupes minuscules qui se formaient, se séparaient, se reformaient ailleurs. Des alliances qui ne duraient que le temps d'un bénéfice commun. Des trahisons devenues banales. Des amitiés rompues pour une rumeur, un regard, une dette de quelques centaines d'euros. Le trafic se fragmentait. Chaque cité devenait un marché autonome, tenu par des jeunes qui réinventaient les règles à leur manière. Les plus violents s'imposaient de force. Les plus rusés manipulaient les réseaux sociaux pour se mettre en scène, attirer des soldats, humilier leurs adversaires. Le crime devenait un spectacle. Et l'algorithme en devenait le narrateur invisible. Les anciens clans observaient cette génération avec un mélange de mépris et de peur. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais les contrôler totalement. Ils savaient aussi qu'ils avaient eux-mêmes créé les conditions de leur naissance. Quand les grands caïds étaient tombés, emprisonnés ou en cavale, ils avaient laissé derrière eux une armée d'enfants sans chef. Une armée qui avait grandi dans un chaos permanent. Et le chaos finit toujours par réclamer son propre trône. Dans certains halls, on entendait déjà des récits étranges. Des adolescents qui faisaient appel à des tueurs freelance pour régler des dettes minuscules. Des scooters lancés à toute vitesse dans les ruelles pour exécuter un guetteur qui avait parlé trop fort.
Des vidéos envoyées comme avertissement où un fusil était posé sur une table comme un animal prêt à mordre. La mise en scène devenait aussi importante que l'acte lui-même. Ce n'était plus une guerre pour l'honneur. Ce n'était plus une rivalité entre familles, c'est une économie sans règles, un marché ouvert où chaque balle tirée redéfinissait les frontières du moment. La ville, elle, observait impuissante. Les habitants racontaient qu'ils ne reconnaissaient plus leur propre rue. Les visages changeaient trop vite. Les responsables disparaissaient avant d'avoir eu le temps de devenir des noms. Il n'y avait plus de figure dominante, plus de caïds légendaires, juste une succession de silhouettes jeunes, nerveuses, affamées, qui prenaient la place de celles tombées avant elles. Marseille n'était plus un champ de bataille, elle était devenue un échiquier instable et où chaque case pouvait exploser sans prévenir. Et dans ce nouvel ordre chaotique, personne ne savait encore qui allait émerger. Personne ne savait quel nom deviendrait le prochain symbole de cette mutation. Peut-être qu'il n'y aurait plus jamais un seul nom. Peut-être que le futur du banditisme marseillais résidait justement dans cette absence de centre, dans cette multiplication infinie de petites meutes imprévisibles. Ce qui est certain, c'est que la génération montante n'attendait plus rien de la société, elle n'attendait plus rien de l'État, et elle n'attendait plus rien de ses propres aînés. Elle avait décidé de prendre par la force ce qu'elle pensait être un dû, et la ville entière allait devoir affronter les conséquences de cette décision. À ce stade, Marseille n'était plus seulement une ville fracturée. Elle était devenue le miroir d'une époque où la colère se transmettait comme un héritage, où la violence devenait un moyen d'exister, où le pouvoir se mesurait à la durée de vie d'un secret ou à la portée d'une rafale tirée depuis un scooter. Et pourtant, malgré l'ombre croissante, malgré la peur omniprésente, une question subsistait dans l'esprit de ceux qui observaient la ville depuis longtemps. Une question suspendue entre les immeubles gris et les sirènes nocturnes. Comment en est-on arrivé là et surtout, qui pourra arrêter une génération qui ne croit plus en rien? La nuit était encore jeune quand les gyrophares ont commencé à tourner dans les hauteurs du 13e arrondissement. Les lumières bleues découpaient les façades comme des éclairs silencieux, révélant par instants les ombres immobiles des immeubles, les silhouettes hésitantes aux fenêtres, les enfants réveillés en sursaut dans des chambres où le bruit des tirs avait remplacé celui des berceuses. Marseille, une fois encore, retenait son souffle, comme si la ville elle-même tentait de comprendre ce qu'elle était devenue. À ce stade du récit, les grands clans avaient perdu leur couronne. Les figures mythiques avaient été arrêtées, exécutées ou réduites au silence. Le pouvoir s'était dissous comme du sable entre les doigts. Et pourtant, le trafic continuait. Il continuait parce qu'il n'avait jamais eu besoin d'un trône pour exister. Il continuait parce qu'il s'était enraciné dans les ruelles, dans les cages d'escalier, dans le cœur même des quartiers abandonnés. Les policiers le répétaient souvent, on arrête un chef,
Les jeunes défilaient devant les juges, certains encore mineurs, d'autres marqués par des années de violence, tous semblant perdus entre deux mondes. Ils parlaient d'humiliation, de dettes, de codes brisés, de loyauté trahie, de nuits sans sommeil passées à surveiller des halls ou à attendre un appel qui pouvait changer ou détruire une vie. Et dans leur voix, on percevait parfois autre chose. Une fragilité, une fatigue, un regret qu'ils n'osaient pas s'avouer. Mais dehors, la ville continuait de tourner. Le vieux port brillait sous les lumières des terrasses. Les touristes prenaient des photos, ignorant tout des guerres qui se déroulaient à quelques kilomètres. Les ferries arrivaient au petit matin, les marchés ouvraient leurs étals, les rues s'animaient comme si de rien n'était. Marseille avait toujours vécu avec ses contradictions. Elle savait montrer un visage lumineux tout en cachant ses cicatrices. Et pourtant, malgré toute la violence, toute la peur, toute la colère, une vérité simple demeurait. Une vérité que peu osaient formuler. Ce qui se passait dans ces quartiers n'était pas seulement une histoire de trafic. C'était une histoire humaine, une histoire de solitude, de territoires oubliés, de générations qui n'avaient jamais été autorisées à rêver, de familles qui avaient appris à survivre sans attendre de secours, de jeunes qui confondaient la puissance et la peur parce qu'on ne leur avait jamais enseigné autre chose. Dans ces ruelles, chaque vie racontait quelque chose de la ville. Chaque tir disait un manque. Chaque vengeance disait un vide. Chaque mort disait un abandon. Alors la question qui demeure, celle que le documentaire ne peut ignorer, celle qui plane encore dans l'air du 13e arrondissement, est aussi simple que vertigineuse. La violence de Marseille est-elle le résultat de choix individuels ou le symptôme d'une société qui a cessé de tendre la main à ceux qui en avaient le plus besoin? Et surtout, comment empêcher une nouvelle génération de tomber dans le même piège si personne ne change les fondations mêmes du système qui les a vus naître? Ce n'est pas une question qui appelle une réponse rapide. C'est une question qui demande du temps, de l'écoute et surtout du courage. Le courage d'admettre qu'aucun règlement de compte n'apparaît par hasard. Le courage de comprendre que derrière chaque nom dans un procès, il y a une enfance, une histoire, un chemin qui aurait pu être différent. Et le courage d'imaginer une ville où ces chemins pourraient enfin mener ailleurs. Avant de refermer ce documentaire, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et laisser un like. Ça nous permet de continuer à explorer ces histoires complexes, ces réalités que l'on ne voit pas toujours, mais qui façonnent notre monde. Et dis-moi dans les commentaires, à quoi penses-tu en entendant cette histoire? Comment expliques-tu que certains jeunes choisissent cette voie? Et selon toi, qu'est-ce qui pourrait vraiment changer leur destin? Et surtout, quel autre criminel ou quel autre clan aimerais-tu voir dans un prochain documentaire? Parce que ces récits, aussi sombres soient-ils, nous aident à comprendre ce que devient notre société et peut-être à imaginer ce qu'elle pourrait être.